Avec elle, on était parti de là, de la marge, des bords et d'un livre, les pays. Quand le décalage, voire le déclassement par rapport au centre supposé, quand le sentiment d'éloignement, le malentendu parfois entre centre et périphérie s'éprouve ici ou bien là plutôt qu'ailleurs. Venue de la lisière, comme elle dit, du Cantal dont elle est originaire, de la ferme et plus secrètement de la famille, Marie-Hélène Lafont, prix Renaudot 2020, écrit « Elle parle de sauvetage ». Vous faites allusion là au début des pays, où il est question de la prise de conscience par une fille de paysan qui a 13-14 ans, de la distance. Elle sait déjà, hein, elle a déjà compris, senti plus que compris, physiquement senti et ressenti cette distance entre la ferme des origines, tapie dans un fond de vallée au bord de la Santoire, et l'école. Pour aller à l'école primaire, dans le bourg, école primaire aujourd'hui fermée, je crois que c'est là, pour la première fois, que j'ai pris conscience de ce qu'était la distance, le fin fond, et probablement, le mot ne me serait pas venu à cette époque-là, bien évidemment, mais je l'ai beaucoup utilisé depuis, et je l'aime beaucoup, la lisière. Je venais de la lisière. Donc, il fallait sortir physiquement de cet endroit. Surtout l'hiver, c'est le début des pays. Avec la neige, par exemple. Un chemin pentu, encaissé, qui ensuite a été goudronné, devenu plus, on va dire, vivable. Mais quand j'étais enfant, fillette, c'était un chemin creux parfaitement parfait, comme on les rêve et comme on les aime, mais qui, à la moindre chute de neige, était rempli à ras-bord de neige et devenait impraticable autrement qu'en tracteur ou à dos d'homme. Donc cette extraction, vraiment, hein, cette distance à franchir physiquement au prix de gros efforts, de toute une, comment dire, une intendance, le tracteur, la barre de relevage, une botte rectangulaire de foin sur la barre de relevage, et nous, les enfants, alignés en randonnant sur cette botte, la barre de relevage relevée, et le tracteur s'extrayant péniblement, parfois s'y reprenant à plusieurs reprises, pour aller nous conduire, non pas directement à l'école, mais au débouché du chemin sur la route où venait nous chercher le ramassage scolaire. Je crois que c'est ça qui m'a rentré d'abord dans le corps. La certitude que je venais du fin fond du monde et de la lisière, du bord. Voilà. Et ce n'est pas du tout indifférent de penser, je crois que cette première prise de conscience de l'écart, elle est liée à l'école. Au fond, ma propre vie et mes livres, parce que ma vie c'est pas l'objet, mais mes livres sont tous écrits comme ça, en tension, entre ces deux pôles, qui sont des pôles géographiques, qui sont l'un à la fois l'épicentre du séisme vital et le bord du monde, et l'autre, celui qui est censé être central, et ça n'est pas rien, quand on vit en France, à savoir Paris. Je n'ai jamais vécu, moi, dans une ville intermédiaire. Clermont-Ferrand, Toulouse. Je ne connais que, pour y avoir vécu, bien entendu, tout de même, n'exagérons rien, j'ai quand même un peu voyagé, mais je ne connais que ces deux pôles. En tout cas, mes livres ne connaissent que ces deux pôles-là. À cette époque où l'on ne songeait pas qu'une fille pût rester à la ferme, sa chance, comme pour d'autres que peut-être des tracteurs avaient aussi déposé au bord de la route, fut de partir en ville. Comme dans les films d'Abbas Kiarostami où l'on voit des enfants entamer la tâche courageuse de combler avec leurs pas l'espace qui les sépare de tout. Fille de la modernité en quelque sorte, et parce qu'elle apprend vite,
Pour elle, ce sera les études. Pour elle, ce sera d'écrire surtout. Ça n'a rien d'intellectuel. Rien. Non. C'est un corps qui se sauve. C'est un corps qui comprend que pour pouvoir grandir, respirer, commencer à inventer sa vie, il y a du recours à l'école. C'est un corps qui se sauve. La ferme, elle n'est pas suspendue dans le rien. La ferme, elle est dans un paysage. Et ce paysage, vallée, rivière, santoire, pré, plat, le long de la santoire, petite pente, et la maison, des bois, le ciel sur tout ça. C'est un paysage très séminal, un paysage très enveloppant, un paysage dans lequel j'ai aussi une place. Et la ferme, des gestes de travail, des mots, des odeurs, des outils, des rituels. J'ai aussi une place. Ce qui est plus rugueux, c'est vraiment le noyau familial. Et la chance de ma vie a été de sentir qu'il y avait du recours face à ce noyau familial, rugueux, on va dire, qu'il y avait du recours à l'école. Et que, parce que j'étais une fille, de toute façon, ma vie n'était pas là. Ça, c'est très très lié à la période à laquelle je suis née. Si j'étais née, peut-être même que 20 ans plus tôt, c'eût été différent. Mais quand on naissait fille dans une famille de paysans, et pas fille unique, nous étions 3. La ferme était une ferme de moyenne envergure. Vous voyez, il y a immédiatement des considérations économiques et sociologiques qui s'entrecroisent autour de votre existence, de votre mince et précaire existence d'enfant de 2, 3, 4, 5 ans, fille. Toutes les filles nées à cette époque et dans ce milieu, pas seulement dans le Cantal, hein, mais a fortiori dans cette agriculture de montagne, si vous voulez, hein, toutes les filles ont d'emblée été vouées à partir. C'eût été différent 20 ans avant, 20 ans plus tôt, ou maintenant, peut-être aussi. Mais là, à ce moment-là, ça n'avait même pas besoin d'être dit. C'était tacite. Il fallait aller, quand on était une fille, inventer sa vie ailleurs. Pierre Bergogneau dirait que c'est la révolution mécanique. C'est les tracteurs. Voilà. La révolution mécanique qui arrive... alors, elle arrive dans les campagnes les plus précoces, immédiatement après la Première Guerre mondiale. Elle arrive dans les campagnes plus pentues et plus reculées du Cantal dans les années 30, mais elle arrive, elle est inéluctable. Et alors, au début des années 60, inutile de vous dire qu'elle est là à fond. L'Europe vient. La PAC vient. Voilà. Et ce que ça va, les quotas, etc., est-ce que ça va supposer de bouleversements dans la façon de travailler, dans le rapport à son propre travail. Donc tout ça a été vécu de façon très très intime par les garçons qui étaient en classe avec moi et qui sont restés paysans. Vous voyez, puisqu'ils sont nés au début des années 60, ils arrivent aujourd'hui au terme de leur parcours professionnel, et pour certains d'entre eux, ne doivent leur salut économique qu'aux primes. Quand j'ai commencé à être au monde et à prendre conscience que j'étais au monde, ça n'existait pas, mais ça venait. Vous voyez, et un homme comme mon père, qui était né en 1937, scandait cette conviction, qui était que, il employait ce mot, hein, on était périmés. Marie-Hélène Lafond dit vers quoi son écriture d'être située, géographiée, la poussée, échappant alors à l'écueil régionaliste ou de terroir. Chacun, architecte tout autant, porté à dire ou non ce qu'on appelle son rapport au lieu, dans son existence, dans sa pensée, dans ses actes, reconnaîtra peut-être, pour lui-même et avec elle, les indices, les coordonnées qui font d'une situation donnée une trajectoire, et d'une trajectoire une langue, un style.
Je pense que dans l'itinéraire biographique qui est le mien, qui est très très banal, hein, il en allait tout à fait différemment. Hein. Et donc, c'était pas passe ton bac d'abord, mais c'était voilà, et un vrai métier, quoi. Écrivain, c'est pas. Mais la dimension transgressive de l'écriture, j'en ai bu la coupe jusqu'à la lie. Ce qui est profondément transgressif et ce qui sépare du milieu d'origine, c'est d'écrire. Alors ça, oui. Et surtout, d'écrire du lieu et du milieu d'où l'on vient. Je l'ai souvent dit, mais je crois qu'il faut le répéter. Moi, ce désir, et cet appel même, hein, c'est une vocation, d'être à cette place-là dans la langue, je l'ai contracté donc à l'école, et je ne me suis placée en face de lui, de ce désir-là, que 27 ans après, c'est-à-dire à 34 ans. Il y a eu un très très long temps de latence. Il a fallu des langues, c'est-à-dire la langue de Michon, la langue de Millet et la langue de Bergogneau, pour que je me rende compte que il fallait, je devais, je pouvais aussi probablement, mais les deux en même temps, tenter de faire, commencer à entrer moi-même en langue. Et ces trois écrivains-là, que j'ai lus entre l'automne 95 et l'automne 96, date à laquelle je me suis mise à écrire, ces trois écrivains-là, avant 1996, j'en ignorais l'existence. Je ne savais pas qu'ils étaient, ce qui pour moi fonde la qualité d'écrivain, hein, des aventuriers de la langue. S'il n'y a pas de langue, il n'y a pas de littérature. Il y a des histoires, il y a un objet livre, il y a du divertissement, il y a du plaisir, il y a de l'émotion, il y a de ce que vous voulez, mais il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas de langue. Je ne savais pas non plus. Une chose qui est très importante, que je n'ai pas bien identifiée au début d'ailleurs, hein, mais que ces trois-là venaient aussi, et le disent d'ailleurs, hein, d'abondance, surtout Pierre Bergogneau et Pierre Michon, venaient des bords, venaient des lisières, venaient des marges, venaient du Massif central, Corrèze, Creuse, plateau de Mille Vaches, etc. Bref, et faisaient matière à écriture avec ces pays et ces corps qui étaient ceux d'où je venais. Et quand on est, comme je le suis, dans un chemin d'écriture, on va dire quand même très porté sur le lancinant, l'obsessionnel, creuser sur place, hein. Ne glisse pas ailleurs, creuse sur place, c'est l'exergue de mon premier ou de mon deuxième livre, c'est dans les notes sur le cinématographe de Robert Bresson. De manière très instinctive, je crois que je dois laisser ce processus que vous exhumez, vous qui êtes du dehors. Je ne vais pas chercher à le mettre en mots et à l'exhumer, parce que je veux qu'il soit pleinement efficace, qu'il se poursuive, si je gèle les choses, je vais commencer à écrire à vide. Et ça, c'est un risque. Le risque de tourner à vide, d'user d'un procédé, il est vraiment très, très... Enfin, moi, je le trouve vertigineux. Hein. Marie-Hélène Lafont parle d'écrire, avec les mêmes mots que pour un chantier. Pas d'inspiration flottante, mais un corps à corps avec ce qu'elle fait, écrire, qu'elle mesure, arpente, taille et travaille à la mesure d'un projet qui pour elle est un livre, mais surtout, chaque fois, un pas supplémentaire et nouveau dans la langue, comme pour l'architecte, un pas supplémentaire pour une architecture. On donne tournure, on donne forme, ça fait partie de mon matériau. Je malaxe ce matériau-là, ça n'est pas tout mon matériau, mais ça en fait partie, cette ligne de tension que vous dessinez là, je la malaxe, je la rumine depuis plus de 20 ans. Quand je suis à l'établi d'écriture, au travail de la langue, le juste mot, la juste place, le rythme, la phrase, la ponctuation, la composition architecturale du texte,
qui va faire livre ou pas, qui va mettre en tension la masse textuelle ou pas. Ça, c'était extrêmement net dans mon dernier livre, par exemple. L'histoire du fils, c'était vraiment la grosse ligne de tension de ce chantier-là. Je parle toujours de chantier. Oui, ce qui se passe là, vraiment, c'est un sentiment à la fois très rassérénant et très vertigineux d'être à ma place. J'ai même du mal à employer le mot place. Tellement c'est fragile, tellement c'est une ligne de crête, c'est marcher sur la corde raide. D'être à cet endroit-là, c'est un endroit très périlleux. Et il me semble, je peux me tromper, mais que la seule façon de tenter de ne pas sombrer, de ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, c'est de se tenir sur le fil du rasoir de la langue, du mot juste, à la juste place. C'est-à-dire que si on veut aller de ce côté-là, on n'a pas le choix. Il faut faire face au risque du style. Suffisait-il d'un bond aussi immense que le grec ancien pour que le sauvetage ait lieu? Non, on sait que non. Même s'il arrive qu'un livre, un grand livre, de si drapé, rende les choses plus confortables, fréquentables et accompagne le passage. J'ai fait des études de langue. On dit, la nomenclature universitaire appelle ça des études de lettres. Voyez. Mais non, moi, je n'ai pas fait d'études de lettres. J'ai voulu savoir, j'ai voulu entrer dans les coulisses de la langue. Et très naïvement, j'ai pensé qu'il fallait donc remonter aux sources, la latine, que je taquinais depuis la classe de 4e à Saint-Flour, et la grecque, que je n'avais pas taquinée, puisqu'il n'y avait pas d'enseignement du grec à Saint-Flour. Voilà. Ce faisant, j'arrive pour étudier le grec ancien, à marche forcée, en grand débutant. C'est un cursus qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs à la Sorbonne, à Paris 4. Et je tombe dans le chaudron de l'Iliade et de l'Odyssée. Et alors là, je crois que ça a été, si vous voulez, une sorte de giron, dont j'ignorais à peu près l'existence en arrivant. J'avais vaguement dû, comme tout le monde, j'imagine, lire quelques extraits de l'Odyssée, pas de l'Iliade certainement, de l'Odyssée, vous savez, qui était dans les manuels scolaires, mais c'est tout. Et je crois que ça a été comme une remontée d'enfance, et une enfance plus légère, plus, comment dire, lisse que celle qui était vraiment la mienne, plus licite aussi, vous voyez, plus partageable. Voilà. C'était partageable, ça, on pouvait le mettre sur la table. Bien sûr, on ne pouvait pas mettre sur la table la fenaison. Mais ça, oui. C'était donc une sorte de réappropriation culturelle pour moi, l'Iliade et l'Odyssée. Et plus l'Iliade que l'Odyssée, d'ailleurs. J'étais beaucoup plus fascinée, aimantée par l'Iliade. Et je ne savais pas pourquoi. Je l'ai compris très, 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 très longtemps après. C'est parce que l'Iliade, c'est l'épopée de la mort. Et c'est exactement pour la même raison que j'ai été happée par la première phrase de la gloire des Pitres de Richard Millet. En mars, il se mettait à puer considérablement. Ce sont les morts de l'hiver qu'on n'enterre pas sur le plateau des Mille Vaches, parce que la terre est trop dure et gelée. En mars, ça dégèle, les morts commencent à puer, mais on peut les enterrer. Et je venais de ce pays de la mort, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde dans lequel j'ai grandi a été scandé par la parole du Père. On est périmé, on est fini, c'est les derniers Indiens. Si vous voulez être vivant, il faut vous en aller. Les derniers Indiens, c'est le titre d'un livre que j'ai publié en 2008. Vous voyez, donc, je l'ai peut-être jamais exhumé aussi explicitement que je le fais là avec vous, dans le cadre de cet entretien,
Mais je crois vraiment que cette emprise comme ça, cette prise directe que j'ai eue, surtout avec l'Iliade, elle est très très liée à cette histoire originelle qui était sans doute trop mortifère, trop sombre, trop douloureuse pour être dissible. Il fallait mettre autre chose. Et l'Iliade et l'Odyssée à la place, alors là, c'était...